Je vais essayer d'aller à l'essentiel et faire un peu ce que j'appelle le 20-80 du SEO. Pour moi, la base de la base, c'est de trouver des mots-clés business à aller cibler. L'enjeu, c'est de se dire, on va déjà trouver des mots-clés qui vont nous apporter du cash, qui vont nous apporter des clients. Et en fait, je dirais que c'est là aussi où ChatGPT ne remplace pas un rédacteur, c'est sur la partie surtout recherche d'informations. En fait, quand c'est pas votre métier, le SEO, vous pouvez évidemment faire les bases que j'ai mentionnées précédemment. Ça peut très très bien marcher, vous pouvez avoir de top résultats. Mais si vous êtes confronté à un point technique très spécifique lié à votre CMS, etc., ça peut être compliqué. Salut Paul, bienvenue dans cet épisode de Merci Fraté. Comment vas-tu? Salut Hugo, bah écoute, ça va très très bien et toi? Bah yes, au top. Écoute, je t'ai connu, comme on le disait en off, via un pote qui m'avait parlé de toi. Et après, forcément, dans la sphère SEO, tu fais pas mal de bruit avec tes posts un peu fracassants, que ce soit sur, euh, sur Twitter ou sur YouTube. D'ailleurs, on mettra tous les liens. T'as pas mal de contenu. D'ailleurs, tu peux peut-être te Ouais, présenter, dire un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver ouais, et te carrément. présenter par la même occasion. Bah écoute, pour la description, d'un point de vue purement pragmatique, j'ai un lien bento si tu veux, c'est comme un Linktree là, où il y aura tous mes liens. Donc si tu veux pas t'embêter, tu mettras ce lien là et puis il y a tout. Mais c'est vrai Allez. que du coup, pour me présenter, à la base de la base, moi j'ai commencé en freelance un peu en rédaction web, etc. La vie a fait qu'au final, j'ai croisé la route de consultant SEO et je suis devenu consultant SEO parce que vraiment, c'est ce que j'adore. Euh, et donc aujourd'hui, donc j'ai commencé à communiquer un peu sur ma personal brand, comme on dit, sur LinkedIn à la base. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis présent sur LinkedIn toujours, sur Twitter, sur YouTube. Je dirais que c'est là où j'apporte un peu le plus de valeur, où je me fais le plus vraiment découvrir et où les gens kiffent le plus mon contenu parce que je fais vraiment des analyses SEO, des audits en partage d'écran, etc. Donc j'essaie d'amener du concret. Et à côté de ça, j'ai un podcast que je tiens avec Antoine Verrière qui s'appelle MVP, qui est Antoine qui est donc un chef d'agence, moi en freelance, on compare un peu nos styles de vie, on parle un peu SEO concret aussi parfois. Et pour finir, j'ai aussi une newsletter SEO où j'envoie voilà des conseils un peu en privé par email. Donc comme tu l'as dit, voilà pas mal de, de création de contenu autour du SEO quoi. Yes, c'est top. Non, voilà, comme les auditeurs ont pu comprendre, voilà, on va parler SEO, donc ça va être un peu la masterclass pour ceux qui commencent en SEO. Généralement, c'est un peu barbare pour la majorité des gens. Donc un peu en e-commerce, on va plutôt voilà, le Facebook Ads, Google Ads, c'est beaucoup plus trendy parce que on sait que le SEO va prendre un peu plus de temps. Enfin, c'est un peu les croyances et peut-être que tu vas nous démontrer le contraire au fil de ce podcast. Toi, juste une petite question par rapport au personal branding. Ouais, tu as commencé à créer du contenu. Est-ce que tu penses que justement ce passé-là que tu avais en tant que rédacteur t'a aidé franchement à créer du contenu en masse comme tu le fais? Alors tu recycles aussi pas mal de contenu sous différentes formes, mais est-ce que tu penses que ça t'a vraiment aidé? Honnêtement, je pense que oui. Après, tu vois, il y avait un truc, je pense que c'est peut-être un petit peu inné entre guillemets parce que typiquement, je sais qu'avant de me lancer dans le SEO, je voulais absolument lancer un site juste pour écrire parce que j'aimais bien écrire, tu vois. Et même avant d'être rédacteur, j'avais lancé un site, tu vois, où je parlais de dev perso un peu, et j'écrivais pour écrire parce que j'aimais bien. Et donc je pense que c'est un truc que j'ai toujours aimé, mais évidemment le fait de voilà de passer rédacteur web, etc. Je pense qu'au final, c'est comme n'importe quelle compétence. Si tu pratiques X heures et en ayant pour objectif de t'améliorer, je pense que ça devient de plus en plus facile. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui j'ai des facilités, par exemple pour écrire un post LinkedIn, je peux le faire peut-être en 30 minutes, un bon post, alors qu'il y en a qui vont juste avoir le syndrome de la page blanche. Donc je pense que ça a aidé, ouais, c'est possible. Ah, moi, je me suis essayé à LinkedIn. Putain, c'était une galère, hein. Ah Franchement, oui, j'ai tenu un mois, mais c'était à chaque fois, tu sais, bah tu repousses la chose, tu te dis, au final, pourquoi je le fais? Et en fait, c'est pour écoute, le ouais, pourquoi aussi. c'est ça, chacun ses préférences. Moi, tu vois, LinkedIn, j'ai essayé, j'ai accroché. Par contre, TikTok, faire des vidéos vraiment pour le format TikTok, hein, pas du recyclage de contenu, vraiment des vidéos que je vais tourner pour TikTok, pour Insta Réel et pour YouTube Short, j'ai tenu pareil, peut-être un mois et ça m'a saoulé. Et puis, j'y arrivais pas, c'était enfin, un peu contre nature, j'avais l'impression, j'aimais pas le faire, je prenais pas de plaisir, j'étais nul. Bon, bah voilà, je passe à autre chose, quoi. Ok, top, parfait. Bon, on va revenir un peu au SEO. Donc, tu t'es présenté comme freelance SEO. Déjà, voilà, est-ce que tu accompagnes quel type de projet? J'imagine un peu e-commerce. Si oui, un petit peu, quels sont un peu l'ordre de grandeur de tes clients et généralement pourquoi ils font appel à toi?
Ouais, bah, écoute, effectivement, je dirais que dans mes clients, je dois avoir, donc déjà enfin, d'un point de vue purement quantitatif, je dois avoir, entre, voilà 4 et 6 clients, tu vois, par mois à peu près. Moi, je veux faire de la qualité, je veux pouvoir passer du temps sur chaque client et donc je dirais que j'ai 50 de clients e-commerce et 50 plutôt, prestat de service, acquisition de leads, sans ajout au panier quoi, entre guillemets. Et dans les e-commerce, tu vois, c'est le classique, la réponse classique du freelance qui va te dire, moi j'attire TPE, PME, tu vois, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est pas non plus des énormes boîtes qui vont avoir plus de 50 employés. Par contre, c'est des gens qui voilà veulent un accompagnement SEO avec un freelance, qui savent qu'un freelance, bah, ça a des avantages, ça va être peut-être un peu plus réactif, un peu moins cher que l'agence. Ça a aussi des inconvénients, mais auxquels ils sont moins confrontés. Typiquement, je sais pas, une grosse boîte, elle va vouloir travailler avec une agence parce qu'elle sait que dans l'agence, il va y avoir 5 SEO, enfin non, allez, deux SEO seniors qui vont bosser sur le sujet, en plus d'avoir 2-3 SEO confirmés débutants qui vont bosser dessus, ce qui permet d'avoir une volumétrie de backlink, de création de contenu énorme. Et donc voilà, les personnes que j'attire, c'est plutôt des gens qui se disent, bah on est en train de se développer, nous on a pour objectif d'acquérir à terme des clients de manière totalement organique. C'est aussi des clients qui parfois bossent aussi leur branding, etc. Et souvent même, c'est des clients qui font de l'ads à côté. On en reparlera, SEO, SIA, les différences, mais qui se disent, bah voilà, on fait de l'ads pour commencer, pour le ROI à court terme, et on veut aussi capitaliser sur le SEO. TPE, PME, en fait, pour répondre. OK, hyper intéressant. OK, OK, super. Et donc, je t'avais préparé une petite, étude de cas, enfin préparé, façon de parler, mais je voulais voir avec toi. Je me mets à la place en fait d'une personne qui s'y connaît pas forcément en SEO. Alors moi, j'ai quelques bases, mais je suis beaucoup moins approfondi que toi sur le sujet. Et je voulais, voilà, bah, j'ai mon nouveau site Focus. Ouais, J'ai 3 articles dessus, je les ai faits, à la mano et tout. Et j'ai envie d'être numéro un sur ma niche, donc qui sont les champignons adaptogènes, café ouais, champignons adaptogènes. ouais. Et bah voilà, tu as un bon pote à moi et tu vas me donner quelques conseils, comment je devrais m'y prendre pour, on va dire, être le numéro un sur ma niche. Comment tu t'y prendrais? Quelle roadmap tu t'y prendrais? Si tu as des outils aussi gratuitement, parce que évidemment, comme beaucoup de monde, je n'ai pas une thune, donc je peux pas me payer des SEMrush ou des Ahrefs Ouais, je comprends. ou voilà. Et voilà, si tu aurais quelques petites pistes pour que je Ouais. commence mon SEO, ça serait parfait, s'il te plaît. Bah alors écoute, ça va être, je sais pas si je vais arriver à te donner tous les tips qui vont faire que tu auras une stratégie qui marche, mais voilà, je vais essayer d'aller à l'essentiel et faire un peu ce que j'appelle le 20-80 du SEO. Pour moi, la base de la base, c'est de trouver des mots-clés business à aller cibler. Donc en fait, pour ceux qui nous écoutent, on va avoir deux types de mots-clés. Les mots-clés, enfin, il y a plusieurs types, mais moi je les regroupe en deux types, c'est beaucoup plus simple. Il y a les mots-clés business, donc ceux que vont taper vos prospects littéralement pour au final sortir la carte bancaire. Donc, si vous vendez des t-shirts, ça va être acheter t-shirt homme, par exemple. Bon, bah là, vous comprenez bien que la personne qui tape ça, elle a envie d'acheter, elle a envie de dégainer la carte. Et les mots-clés plutôt informationnels, on va dire. Si vous vendez des t-shirts, bon, bah, je reprendrai ton exemple de champignons adaptogènes après, mais tu vois, si vous vendez des t-shirts, ça peut être euh, soit comment choisir son t-shirt pour homme. Bon, c'est informationnel, un peu proche de l'achat, ou alors complètement éloigné de l'action d'achat, type comment repasser son t-shirt, voilà, son t-shirt, quoi, tout simplement. Et donc, pour moi, l'ambition, enfin, l'enjeu, c'est de se dire, on va déjà trouver des mots-clés qui vont nous apporter du cash, qui vont nous apporter des clients. L'informationnel, etc., c'est très bien. Si tu me dis que tu as créé ton site et que tu as déjà deux trois articles informationnels sur qu'est-ce qu'un champignon adaptogène, à quoi ça sert, quels sont les bienfaits, etc., ben c'est très bien, parce que ça servira toujours pour faire du maillage interne. Et puis, on va pas se mentir, c'est des articles qui peuvent quand même convertir, mais disons que voilà, sur 100 personnes qui visitent ton site via ces mots-clés-là, il y en a peut-être, je sais pas, 5 ou 10 qui vont vouloir dégainer la carte, alors que si tu vas cibler des mots-clés comme, je sais pas s'il y a du volume, mais café, champignon adaptogène, ou je sais pas, champignon adaptogène en poudre, par exemple, si c'est un mot-clé qui est recherché et que tu arrives à ranker dessus et proposer du café en faisant le lien, etc., ça peut très très bien marcher. Et donc c'est ça, vraiment l'enjeu de base, c'est de trouver des mots-clés business. Pour trouver des mots-clés business, si vous n'avez pas de budget, parce que ça nécessite de passer par un outil tierce, et ben je vous conseille d'utiliser le Keyword Planner de Google Ads. Donc Google Ads qui du coup voilà a des outils internes qui servent normalement plutôt aux campagnes SIA. En gros, trouver les mots-clés qui sont recherchés pour les cibler en SIA.
donc en payant Google du coup, et ben nous on peut détourner cette utilisation-là et très bien s'en servir pour le SEO, sachant que vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Google Ads qui dépense de l'argent, qui vraiment achète, paye des annonces pour avoir des estimations de volume de recherche. La seule différence, pour aller dans la précision, c'est que si votre compte n'est pas actif et ne dépense pas pour Google, vous aurez uniquement des tranches de volume de recherche. Typiquement, vous allez arriver sur l'outil, vous allez dans le Keyword Planner, vous faites idée de mots-clés, vous tapez champignon adaptogène et là, Google Ads, le Keyword Planner va vous sortir plein d'idées de mots-clés et donc vous aurez peut-être champignon adaptogène poudre, qui est un mot-clé qui a priori serait business, hein, puisque c'est une forme de produit, etc. Bref, et vous aurez écrit à côté, en gros, 100-1000 recherches, quoi, 100-1K recherches, et donc vous savez qu'au moins c'est recherché. Et donc, je vous invite à faire ça. Et si vous n'êtes pas sûr si un mot-clé est informationnel au business, par exemple pour le cas de champignon adaptogène poudre, vous pouvez vous dire, bon bah je sais pas, il y a peut-être des personnes qui tapent ça juste pour savoir si ça existe, quels sont les bienfaits de la poudre, etc. Et bah tapez-le tout simplement dans Google, donc vous faites nouvelle fenêtre en navigation privée, vous tapez ce mot-clé là dans Google et vous remarquez, enfin vous analysez, vous voyez quel type de page Google fait-il remonter sur la requête. Si ce qui remonte, ce sont donc dans le top 3 par exemple, que des articles informationnels et que limite en dessous vous avez des pages catégories, des pages produits, bah c'est Google vous dit actuellement moi ce que je préfère faire remonter c'est de l'informationnel, donc il estime que c'est un mot-clé informationnel et en effet il y a de fortes chances pour que une majorité des personnes qui tapent ce mot-clé là recherchent des informations. Au contraire, si quand vous le tapez, vous voyez que ce qui se positionne ça va être des fiches produits ou des pages catégories, donc les slash collections, les slash product pour Shopify par exemple, et ben là vous savez que les voyants sont au vert, que Google vous dit voilà ce que j'estime être le plus pertinent, et donc vous validez le fait que c'est bien un mot-clé business. Donc voilà, au moins vous avez un mini process pour déjà trouver des mots-clés à cibler, etc. Et après, je dirais que la suite logique, c'est de savoir comment les cibler. Et donc là, on a la notion d'intention de recherche qui entre en jeu, à savoir donc comment faire une fois qu'on a identifié un mot-clé pour répondre aux attentes des internautes sur ce mot-clé-là, que ça soit via des fonctionnalités qui vont être présentes sur la page. Si c'est une page collection, ça peut être le fait d'avoir des filtres e-commerce qui vont être pertinents, qui vont permettre à l'utilisateur de s'y retrouver, de facilement filtrer, etc. Mais ça peut être aussi ajouter du contenu pertinent autour de la thématique, notamment, surtout si vous êtes sur un mot-clé informationnel, par exemple, bah, évidemment, c'est le texte et les informations que vous allez donner qui vont primer. Donc ça, c'est la base de la base. Et pour les personnes les plus intéressées, j'ai fait une conférence là-dessus pour Romain Pirotte sur sa chaîne. Donc vous pouvez taper Romain Pirotte, intention de recherche, Paul, un truc comme ça dans YouTube et vous trouverez. Et là, je vous détaille un process un peu de A à Z parce que c'est un truc que je peux pas expliquer non plus ici de A à Z, quoi. Yes, yes, parfait. Ouais, donc comprendre l'intention de recherche, identifier les mots-clés business et les cibler dans un premier temps et oublier un petit peu l'informationnel et le faire peut-être dans un second temps, même si les mots-clés transactionnels, commercial vont peut-être avoir un volume de recherche peut-être un peu moins important que par exemple champignons adaptogènes bien faits ou généralement bien faits, voilà, ça va être beaucoup plus recherché. Mais au moins, on va chercher le ROI immédiat qui va peut-être financer aussi un peu plus de budget au niveau SEO. Euh, donc là, pour l'instant, toi, tu disais 100%, 100% commercial. Toi, au niveau rédaction, donc tu as identifié ces mots-clés-là. On va pas rentrer en détail, en effet, il y avait une très bonne vidéo que tu as fait avec la chaîne, on la mettra d'ailleurs en description. Mais toi, est-ce que tu considères que tu vas rédiger dans un premier temps le contenu ou tu vas essayer de le déléguer? Si tu le rédiges toi-même, est-ce que tu vas ouvrir par exemple les 10 premiers liens de la requête pour voir un petit peu ce que Google attend et essayer de récupérer un petit peu la sémantique, faire le plan? Toi, comment tu fais un petit brief? Voilà, si tu peux rentrer un peu plus en détail sur le contenu, ça serait... Ouais, tout à fait. Écoute, avec plaisir. Puis après, évidemment, il y a l'aspect netlinking, etc. Bon, je sais pas si on aura le temps d'aborder cette partie, mais pour faire un zoom sur la partie du coup contenu, une fois que vous avez votre mot-clé, bah ça c'est quelque chose que je détaille aussi dans la conférence, mais je vais pouvoir vous le dire dans les grandes lignes. Pour savoir un peu de quoi parler, donc typiquement si on reprend ton exemple champignon adaptogène bien fait, on tape dans Google, on voit qu'effectivement c'est un mot-clé informationnel, que ce qui rank, voilà, c'est des guides d'infos. Et ben ce qu'on va faire, c'est
déjà même avant d'ouvrir les contenus des concurrents, moi ce que j'aime bien faire, c'est analyser la Google Suggest. Donc en fait les suggestions de mots-clés que Google nous donne. Donc typiquement, là vous avez votre recherche champignon adaptogène bien fait, vous placez votre curseur à la fin du mot-clé, et donc normalement vous avez déjà des suggestions de mots-clés qui vont apparaître. Et si vous n'en avez pas et que vous souhaitez en débloquer d'autres, vous pouvez mettre un petit astérix à la fin de votre mot-clé et aussi au début de votre mot-clé pour débloquer en fait différentes suggestions. Et donc ces suggestions-là, c'est tout simplement des recommandations de recherche que Google vous fait. Donc normalement, il vous fait, enfin, il vous donne ces recommandations-là d'un point de vue internaute, quoi. C'est-à-dire, ok, tu recherches ça, mais regarde, il y a aussi ces recherches-là qui sont pertinentes. Et pourquoi est-ce qu'il les met en avant? Tout simplement parce que c'est des mots-clés qui vont être tapés, c'est des requêtes qui vont être tapées par les internautes. Et donc ça, d'un point de vue SEO, d'un point de vue éditeur de site, même voilà, webmaster, un peu, enfin un propriétaire de site e-commerce, c'est de l'or en barre tout simplement parce que vous savez, vous avez de la data directement qui vient de Google, qui vous dit bah voilà, champignon adaptogène bien fait. Bah quand tu le tapes, moi je te propose champignon adaptogène bien fait peau, tu vois, je te dis une bêtise, bien fait sur la peau. Et donc là tu te dis ah ok, il y a des recherches là-dessus, ça veut dire que si je veux être pertinent aux yeux des internautes et donc aux yeux de Google et maximiser mes chances de remontée, bah, il faut peut-être que j'aborde cette information-là, cet axe-là dans mon article, dans mon guide de bienfait. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, pour continuer sur les indices de Google, on va avoir tout ce qui est aussi PAA. Donc en fait, les PAA, c'est les questions fréquemment posées que vous pouvez retrouver dans les pages de résultats de recherche. Donc vous tapez votre mot-clé, vous avez les liens bleus là des concurrents, enfin un classique. Et puis des fois, vous avez des questions comme ça qui sont d'ailleurs générées un peu par IA. Des fois, il y a un peu des fautes, etc. dedans. Et donc ça, c'est pareil, c'est de la donnée que nous donne Google. Google vous dit directement, je fais remonter ces questions-là, je donne des réponses rapides parce que pour moi, c'est ce que les internautes attendent. Donc là, il ne s'agit pas de simplement copier-coller les questions et y répondre, mais en tout cas se Ouais. dire, ok, ouais, voilà, parce que ça peut être flag aussi. C'est une technique d'automatisation des fois de certains sites qui font ça, qui sont fait un peu descendre justement en termes de performance SEO. Mais donc faites-le de manière plus subtile. Ah, dites-vous, ah bah trop bien, dans la suggest, j'avais vu que il y avait des bienfaits au niveau de la peau. En tout cas, les gens recherchent ça, qu'il fallait que je traite ça. Bah là, vous allez peut-être voir, je sais pas, bienfaits, ouais, je sais rien, sur les ongles, sur la concentration, etc. Et donc là, vous vous dites, ok, c'est de nouveau des sujets que je dois traiter. Et en tout dernier, j'en parle pas souvent parce que des fois c'est pas pertinent, mais vous avez aussi les recherches associées en bas de page, mais très souvent dans 99% des cas, ça reprend tout simplement les suggestions que vous aviez tout en haut. Donc souvent c'est pas pertinent, mais sinon regardez quand même au cas où, en bas de votre première page de résultats de recherche, vous avez des recherches associées avec encore une fois d'autres propositions de requêtes. Donc ça c'est déjà l'étape numéro 1. Même avant de faire ça, des fois ce que je fais, c'est que j'essaie justement de me mettre à la place du persona sans même regarder la SERP, sans même regarder les concurrents. Et donc, après, vient l'étape de regarder les concurrents. Et donc là, toi, tu disais 10 résultats. Moi, j'en fais un petit peu moins. Souvent, je regarde les 3 premiers résultats ou les 5 premiers résultats. Et donc, effectivement, voir de quoi est-ce qu'ils parlent. Si on est sur un mot-clé business, voir peut-être quel filtre e-commerce ils ont, etc. Comment est-ce qu'ils facilitent l'UX, la navigation de l'internaute. Et sur de l'informationnel, surtout, bah voilà, quelles informations est-ce qu'ils traitent, etc. Et reprendre ce qui semble pertinent par rapport à la requête de base. Et pour répondre sur la partie production de contenu, donc quand on fait tout ça, normalement, on a une structure complète d'articles ou à minima une liste d'informations à traiter, de fonctionnalités à déployer sur la page, etc. Et donc le but, c'est d'en faire ce qu'on appelle une structure à chaîne, donc les H1, H2, H3, etc. Titre 1, titre 2 sur Shopify, WordPress, bref. Et donc avoir un plan d'article comme ça ou un plan de page si on parle d'une page e-commerce. Et donc ça, c'est fondamental pour l'étape de la rédaction parce que c'est ce qu'on va aller donner soit à un rédacteur, soit à nous-mêmes si on rédige, soit à ChatGPT typiquement. Et moi, tu me demandais si demain je lance un site par exemple, si je rédigeais tout seul ou si je déléguais ça. En fait, ça dépend. Mais typiquement sur mon site, on en parlait tout à l'heure, j'ai un site sur la Way, etc. Là, c'était un site où je voulais dépenser 0 €. Donc en effet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fourni tout simplement cette structure à chaîne là, donc tout le plan d'article à ChatGPT avec un bon prompt, etc. qui permet d'avoir des bons résultats. Et on va dire qu'un des défauts de l'IA, c'est ça, c'est de se dire ah bah il part un peu dans tous les sens ou il me fait des réponses trop génériques, mais justement lui dire explicitement de respecter un plan d'article, au moins on est sûr qu'il va aborder certains points.
Donc voilà pour ça. Et juste pour terminer, bah, comment passer d'une liste d'informations, une liste de fonctionnalités, une liste de sujets abordés à une structure à chaîne vraiment détaillée. Ça se fait de manière logique. Si vous aviez noté qu'il fallait parler des bienfaits des champignons adaptogènes sur la peau, bah, tout simplement, vous prévoyez un H2 sur ces bienfaits-là. Et puis après, vous pouvez segmenter en plusieurs H3 si c'est nécessaire. C'est vraiment comme une dissertation au lycée, quoi, partie sous partie, etc., quoi. Ouais, parfait. Bah, écoute, ouais, déjà top parce qu'il y avait pas mal de contenu. Donc en effet, la structure HN, c'est pour que Google comprenne un petit peu les parties, de l'article, notamment le H1 qui est hyper important en SEO, qui donne beaucoup de poids à votre mot-clé. Donc idéalement quand même le placer, dans le H1 et en effet, bah, le tips aussi, que tu as donné sur, un peu la foire aux questions, notamment, quand on voit qu'il y a une requête qui est commerciale et qu'il y a une page collection ou produit qui doit être positionnée, ça peut permettre aussi de planquer du texte. On y reviendra peut-être un petit peu, mais la longueur du texte est hyper important et avoir justement ces questions déroulantes pour pouvoir mettre du texte. Ça peut être aussi les avis en slide. Moi, je le faisais souvent aussi sur Fratematé. Ça marchait plutôt bien. Euh, donc ouais, top. Et donc juste pour revenir aussi sur l'intelligence artificielle, parce que beaucoup ont vu aussi bah, la facilité de voilà, je mets ChatGPT, j'envoie le plan et je laisse tourner et je vérifie pas. Toi, selon toi et selon les clients et un peu la sphère SEO, est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer vraiment un rédacteur et est-ce que ça tient dans le temps dans ben, l'index de Google selon toi, ouais, quel est un peu l'avenir de l'intelligence artificielle là-dessus? Bah alors écoute, ce qui est sûr, c'est que rédiger des textes avec l'IA, c'est pas pénalisant en soi, parce que déjà j'ai le contre-exemple de mon site sur la Way, etc., où j'ai fait presque que de l'IA. Si tant est que l'IA soit bien guidée, et donc on en revient à ce que je disais avant, lui donner une structure notamment, c'est vraiment le truc principal. Parce qu'en fait, si vous lui donnez une structure précise à suivre, voire même si vous allez plus loin avec des indications de réponse, donc typiquement H2, les bienfaits des champignons adaptogènes sur la peau, et lui mettre une petite flèche en dessous avec un résumé de réponse en fait. Donc ça c'est vraiment parfait parce que vous assurez que il va aborder des points pertinents et en donnant des réponses pertinentes surtout. Et en fait, je dirais que c'est là aussi où ChatGPT ne remplace pas un rédacteur, c'est sur la partie surtout recherche d'informations. Moi, j'ai des clients avec qui en fait on passe par des rédacteurs en freelance pour la simple et bonne raison qu'en fait il y a des recherches à faire, mais vraiment beaucoup de recherches. J'avais un client dans les pompes à chaleur, bah tu vois, faut pas dire de bêtises sur, je sais pas quelle est la meilleure pompe à chaleur pour une maison de X mètres carrés, quelles sont les aides aussi disponibles de l'État pour l'achat d'une pompe à chaleur. Ça, c'est des sujets un peu tricky entre guillemets, un peu risqués, où se laisser aller et demander à ChatGPT de rédiger ça, de répondre à ça, c'est risqué parce que vraiment il peut se baser sur des fausses sources. Des fois, il invente un peu des réponses, on le sait. Donc je parle de ChatGPT, mais c'est globalement c'est assez commun à toutes les IA, quoi. Et donc pour moi, le rédacteur aujourd'hui, il a vraiment bah, un rôle à jouer là-dessus sur la recherche d'informations, la qualité d'information qui est transmise, soit par son expertise ou par les recherches qu'il va effectuer sur le net. Et aussi, j'ajouterai un point, c'est sur la mise en forme. En fait, depuis qu'il y a l'IA, moi, je sais pertinemment que si demain je passe par un rédacteur freelance, il y a 90% de chances qu'il utilise l'IA. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Je me dis pas, oh là là, mon Dieu, je vais essayer de le fliquer au maximum et tout. Je m'en fiche parce que je sais très bien qu'un texte IA, ça peut bien ranker si ça a été bien briefé, qu'il y a eu des recherches d'infos, etc. Bref, je vais pas me répéter. Alors qu'est-ce que je fais? C'est que j'en profite. Je me dis, le texte qu'il va me faire là, il y a 3-4 ans, il aurait mis, je sais pas, je te dis une bêtise, peut-être 3-4 heures à le faire, et aujourd'hui, ça se trouve, il va le faire en 1 heure, sur la partie purement texte. Donc, j'en profite pour lui demander des informations de plus en plus précises, beaucoup plus précises qu'avant, et aussi de lui demander de mettre en forme. Des fois, je dis, bah voilà, là, pour répondre à cette question sur les meilleurs bienfaits des champignons adaptogènes, tu vas me faire un tableau, en fait. Tu vas me faire un tableau avec, par exemple, les différents bienfaits, une colonne bienfaits, une colonne ressources scientifiques, tu vois, enfin, études scientifiques qui valident ça, une colonne, je sais pas, puissance des effets avec un barème sur 5 étoiles, tu vois, un truc où en fait l'internaute il arrive et tac, il y a tout ce qu'il faut. Et tu vois, je te parle aussi de la partie études scientifiques, bah ça typiquement, il y a qu'un rédacteur qui peut le faire. Moi, j'ai pas le temps dans mon brief de commencer à faire de recherches là-dessus, etc. Donc en ça, l'IA remplacera pas, en tout cas aujourd'hui, il remplace pas le rédacteur.
pour la fiabilité de l'information de manière générale et la mise en forme, on va dire, quoi. OK, ouais, la mise en forme, hyper important et donc c'est cool aussi de demander, bah, à tes rédacteurs de changer donc ça peut être aussi, insérer des bullet points, du gras, italique, ça peut être aussi insérer de la vidéo, ça peut être comme tu as dit, aussi ce qui marchait bien aussi c'est les quiz aussi, faire un petit quiz donc là ça avec ChatGPT on en parlait mais m moi je pensais aussi sur des requêtes un peu, vu qu'aussi le temps de page, le temps enfin de rester sur la page est hyper important, aussi, il y en a beaucoup qui mettent soit de la vidéo, qui mettent un petit quiz pour qu'il y ait de l'interaction, on va dire, sur la page. Ça fonctionne bien. Donc, je pense, pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est comment la personne qui va cliquer sur votre page va rester le plus longtemps sur votre page et va essayer de consommer le maximum de contenu parce que Google capte le temps sur la page et aussi le scroll aussi, si je me trompe pas. Ouais, tout à fait. Bah, notamment avec le navigateur Chrome, en fait, il va capter tous ces signaux-là et donc après, ça va jouer sur votre SEO. Et à contrario, faut faire attention quand même à ne pas volontairement dissimuler les informations principales de la page, tu sais, en bas de page exprès pour faire scroller les gens, parce qu'il y en a qui peuvent essayer de faire ça. Là, ce que ça va susciter, c'est plutôt de la frustration et le fait que les gens vont directement Ouais. quitter votre page, retourner sur la page de résultats de recherche, cliquer sur le résultat d'un concurrent, donc c'est ce qu'on appelle le pogo sticking en jargon SEO. Et ça, c'est ce que vous voulez absolument éviter. Donc, pour autant, si vous faites demain un article sur les bienfaits des champignons adaptogènes, et pourquoi pas mettre tout en haut d'article même une liste à puces résumée des principaux bienfaits qui seront ensuite détaillés un par un avec des paragraphes dédiés au sein de l'article. C'est une excellente pratique pour voilà, tout simplement répondre aux intentions de recherche. Ouais, comme un L'efficacité. sommaire qui peut être cliquable et tu jumps sur une Ouais, section spécifique. Ouais. ouais, c'est ça, soit un sommaire cliquable, soit directement un résumé des infos, hein. Des fois, je fais ça, par exemple, sur mon site de Whey, là, quand j'avais je sais pas, pareil, on va dire Whey bien fait, tu vois, un truc comme ça, ou comment choisir sa Whey, un article qui était assez long, ce que je faisais, c'est que limite, je faisais un CTRL A, CTRL C, CTRL V dans ChatGPT, et je lui disais, résume-moi cet article sous forme de liste à puces pour en fait faire remonter toutes les informations en haut d'article pour que l'internaute ait directement accès à ce qu'il voulait trouver, en fait. OK, top, parfait. Toi, selon toi, avec tout ce que tu as donné maintenant, quels sont vraiment, tu parlais de 80-20, quels sont les facteurs qui fait que, ta page va se positionner plus qu'une autre? Est-ce que c'est le H1? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est les backlinks? On reviendra sur les backlinks par la suite. Est-ce que c'est, Ouais. dans la méta, le title? Selon toi, si par ordre croissant ou Ouais. décroissant selon toi, ce serait quoi le poids de chaque, Bah, pour moi, la top prio, c'est intention de recherche. Je vais pas redétailler, mais vraiment, voilà, avoir une page qui répond aux attentes de Google et des internautes, tant sur le OK. type de page que sur les informations, que sur les fonctionnalités, etc. Ça, pour moi, c'est la base de la base. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il y a sur votre page? Est-ce que ça matche avec le mot-clé? Ensuite, optimisation du title. Ça, c'est super puissant. C'est très facile, c'est très rapide en plus. Assurez-vous d'avoir le mot-clé principal que vous ciblez dans votre title, voire des variantes. Typiquement, je sais pas, si sur ton mot-clé champignon adaptogène bien fait, en fait, tu remarques qu'il y a aussi le mot-clé champignon adaptogène effet qu'il va falloir cibler via une seule et même page parce que Google fait remonter les mêmes résultats, que globalement, c'est les mêmes infos qui vont être partagées. Et tu peux très bien faire un title où tu mets champignon adaptogène, deux points, bien fait, virgule, effet, voire même virgule, contre-indication, j'en sais rien s'il y a des recherches. OK. Euh, et comme ça, tu vas cibler tous les mots-clés via une seule et même page. Mais avant de faire ça, il faut vraiment s'assurer que Google fait remonter le même type de résultats pour ces mots-clés-là, etc. Parce que sinon, tu aurais peut-être mieux fait de créer deux pages différentes. Donc ça, Yes. voilà, c'est juste pour dire que le title est hyper intéressant. Ensuite, je mettrais directement, honnêtement, alors, le netlinking, donc le fait d'obtenir des backlinks depuis d'autres sites, mais plus spécifiquement, ce que j'appelle le deep linking, c'est tout simplement obtenir des backlinks vers des pages précises. Parce que beaucoup disent faire du netlinking, mais parfois ils se contentent de faire des liens vers leur page d'accueil, ce qui est très bien et naturel, hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais ce qui apporte de vrais résultats, c'est plutôt de créer des liens vers des pages précises. Donc, toi, si c'est champignon adaptogène bien fait, c'est peut-être un article de blog. Voilà, si tu penses que c'est un mot-clé stratégique qui nécessite d'obtenir des backlinks, voire de payer pour des backlinks pour ce mot-clé-là, tu crées des backlinks vers cette page-là, si possible, sur des encres un petit peu optimisées. Donc, qu'est-ce qu'une encre optimisée? Donc, déjà, une encre de lien, c'est le texte sur lequel va être déployé le lien.
Donc si le Figaro vous fait un backlink et que c'est écrit cliquez ici et en appuyant sur cliquer ici, ça redirige vers votre page, vers votre site, bah, l'encre de lien c'est cliquer ici, voilà. Et donc avoir une encre de lien optimisée, c'est essayer d'avoir un peu des mots-clés dans cette encre de lien. Donc le Figaro qui parle de vous et qui vous fait un lien vers, sur l'encre champignon adaptogène bien fait, bon bah là c'est une encre très très optimisée. Et donc faire attention quand même avec les encres optimisées, parce qu'il ne faut pas en faire trop, ça peut être pénalisé, etc. Surtout avant c'était très pénalisé, maintenant un peu moins. Mais vous pouvez essayer de faire ça. Donc deep linking vers une page précise avec des encres qu'on dit semi-optimisées. Donc en fait, ça va être le mot-clé va être présent dedans ou une partie du mot-clé, mais il va y avoir aussi d'autres mots génériques autour. Donc typiquement, cliquez ici pour découvrir les bienfaits des champignons adaptogènes. Bah, si l'encre c'est découvrir les bienfaits des champignons adaptogènes, c'est un peu une encre semi-optimisée, quoi. Donc voilà pour Ok. ça. Et puis varier aussi avec des encres désoptimisées, comme cliquez ici pour que ce soit naturel. Mais ça c'est très très puissant, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Et puis vraiment, je dirais que c'est ça. Après, il y a le maillage interne qui est très intéressant aussi, mais je vais pas en parler parce que j'estime que c'est un peu plus secondaire. Pour Ouais. moi, intention de recherche, title, deep linking, je dirais que c'est le 20-80, hein. C'est le 2080. L'URL aussi, comment tu nommes l'URL? Est-ce que c'est important selon toi? Bah écoute, ça c'est la différence, je trouve, en SEO entre corrélation et causalité. Si vous tapez, non mais c'est vrai. Enfin, je dis pas que c'est que de la corrélation et pas de la causalité. C'est juste que je sais pas le mettre dans quelle catégorie. Parce Ouais. qu'effectivement, si tu tapes champignon adaptogène bien fait, et bah certainement que tous les articles sur lesquels tu vas tomber, ce sera champignon-adaptogène, champignon-adaptogène-bien fait, ou ce genre de choses. Donc ok, mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait ranker? Honnêtement, je pense pas. Et puis, bah, dans le doute, en fait, ça prend tellement peu de temps, autant avoir une URL optimisée, effectivement. Moi, j'optimise toutes mes URL, mais je peux pas te dire avec précision que c'est ce L'impact. qui. Ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Donc autant le Ok. faire, voilà, ça prend 2 secondes, autant le faire, mais voilà. Ok, nickel. Tu parlais vite fait de backlink tout à l'heure. Ça peut être intéressant aussi. Bon, la personne, voilà, soit elle rédige elle-même l'article, soit elle aide avec son meilleur pote ChatGPT. Elle a son article tout fait, elle a son plan, elle va le mettre sur son Shopify ou son WooCommerce, son Magento. Elle optimise pour le title, elle met l'URL avec le bon mot-clé, une bonne méta description. T'as envie de cliquer dessus. Donc l'article est posté. C'est génial. Euh, Après, il faut donner un peu d'amour à cet article-là, comme on dit un peu en SEO. Où est-ce que tu vas trouver tes premiers backlinks? Est-ce que tu recommandes d'y aller en mode ninja linking, donc aller chercher un petit peu je te laisserai après expliquer qu'est-ce que c'est le ninja linking, ou est-ce que passer directement par des plateformes, et si oui, lesquelles? Je sais que tu as une petite plateforme de préférence, peut-être tu pourras nous la glisser. Et qu'est-ce qu'un bon backlink aussi? Ça peut être top. Ouais, ok. Pas mal de questions, Alors, désolé. ouais, c'est ça. Mais je vais commencer par, on va dire, je vais faire l'entonnoir. La base de la base, c'est qu'est-ce qu'un bon backlink? Pour moi, un bon backlink, c'est un backlink qui va être créé depuis un site un minimum thématisé, ou alors un site d'autorité, hein. On va pas cracher sur un backlink du Figaro parce qu'il est trop généraliste, évidemment. Mais voilà, si vous payez un backlink 150 euros qui a pas énormément de métriques SEO, bon bah veillez à ce qu'il soit bien thématisé quand même, à minima dans une catégorie de blog thématisée au sein du site. Pour moi, j'essaye de mettre le plus de chances de mon côté. On part du principe que le netlinking et le SEO de manière générale, d'ailleurs, c'est pas une science exacte. Alors, j'essaye d'avoir le plus d'atouts. Du coup, ce que j'essaye d'avoir en priorité, c'est des liens thématisés qui eux-mêmes ont beaucoup de backlinks ou plutôt, pour être précis, de domaines référents. Parce que du coup, un domaine référent et un site qui vous fait au moins un backlink vers le vôtre. Donc en fait, avoir plusieurs domaines référents, c'est avoir plusieurs sites qui vous font des backlinks. Donc pour avoir une diversité. Donc voilà, beaucoup de RD, de domaines référents, comme on dit. Aussi, je vais essayer de trouver, ça c'est la cerise sur le gâteau, surtout si je paye des backlinks chers, je vais essayer de trouver des sites qui eux-mêmes se positionnent déjà très bien en SEO et qui génèrent du trafic SEO sur leur thématique. Ça, c'est la base de la base. Et donc ça, par contre, pour checker ça, vous n'avez pas le choix que de payer des outils SEO comme SEMrush ou quoi pour checker tout simplement les performances d'un site qui n'est pas le vôtre en SEO. Donc voilà, pour moi c'est ça globalement un bon backlink, c'est un backlink, enfin évidemment qui est dans une page qui est bien maillée au sein du site, une page indexée à terme évidemment. Puis voilà, bon après il y a d'autres critères, mais je dirais que c'est ça.
Je commencerai pour quelqu'un qui a 0 € effectivement par du ninja linking. Le ninja linking, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'obtenir des liens depuis d'autres sites en trouvant soit des petites magouilles, soit en mettant des liens dans des commentaires, etc. Donc typiquement, ce qui est très connu en ninja linking, ça va être créer des fiches sur des annuaires, faire en sorte d'y apposer son lien, si possible vérifier que ce soit bien en dofollow, etc. Ou faire du ninja linking sur des commentaires. Donc vous trouvez des articles qui parlent de votre thématique. Des fois, vous pouvez laisser des commentaires. Vous laissez un commentaire et des fois, il y a un encart site internet où vous pouvez mentionner votre site. Ou alors, des fois, il faut même ruser et puis rentrer une balise A ou quelque chose comme ça pour essayer de faire un lien cliquable. Enfin bref. Donc c'est un peu toutes ces ruses-là. Ça peut être très bien. En plus, si vous lancez un nouveau site, c'est aussi un netlinking qui est naturel. Parce que naturellement, même si vous vous demandiez rien, si vous faites une marque qui est un peu connue, vous allez avoir des liens depuis ce genre de site, hein, des annuaires automatiques, etc. Peut-être pas des commentaires, mais au moins des annuaires. Donc ça fait un peu du netlinking naturel. Donc je vous le recommande fortement. Maintenant, faut bien garder en tête que ça prend du temps. Il y a d'ailleurs des personnes qui vendent leurs prestations de ninja linking, justement parce que ça prend du temps, parce que ça nécessite aussi une expertise pour les pratiques les plus techniques. Donc voilà. Et puis après, l'achat de liens, c'est la solution de la facilité. C'est la solution qui vous permet d'avoir la main sur tout, sur le site qui vous fait un lien, ses performances SEO, sur l'encre de lien, on en parlait juste avant. L'encre de lien, c'est une stratégie à part entière, savoir à quel degré on optimise ça. Sur aussi, pourquoi pas, la catégorie de blog du site duquel vous obtenez un lien, son maillage interne, son indexation, enfin bref, vous pouvez être en contact direct aussi avec le propriétaire. Et donc moi, pour ça, j'ai 2 plateformes que j'aime bien. Il y en a, je vais commencer par la moins chère entre guillemets, c'est Linkuma. Je pense que tu m'as déjà entendu parler de Linkuma. Donc pour la petite histoire, moi je fais un peu de l'affiliation pour eux. Mais honnêtement, c'est une plateforme que j'utilise même en dehors de ça, puisque je suis en train de passer, tu vois, tous mes clients sur Linkuma. Et justement, on fait un duo avec une autre plateforme. Donc voilà, en gros, Linkuma, c'est en gros la plateforme pour avoir des liens pas trop chers. Ça commence à 7 €. Voilà pour ça. C'est pas des liens où il va y avoir des énormes métriques. Je vous parlais avant de ma volonté d'avoir quand je mettais un peu cher, des sites qui eux-mêmes rankent sur leur thématique, qui ont du trafic SEO, etc. Là, c'est pas le cas, évidemment, pour des liens pas chers. On peut pas tout avoir. Mais justement, pour ces liens un peu plus premium, je passe par iReferrer, tout simplement parce que pour avoir comparé différentes plateformes, c'est la plateforme qui, pour un même site, va avoir le meilleur prix en fait. Parce qu'il y a énormément de plateformes de netlinking et elles ont globalement les mêmes sites. Alors, il y a des catalogues dédiés, etc. Mais il y a des sites qui se retrouvent sur toutes les plateformes et iReferrer arrive à avoir les meilleurs prix. Donc, quitte à avoir un site, autant l'avoir au meilleur prix. En tout cas, selon mon expérience. Et donc voilà, la raison pour laquelle j'utilise iReferrer aussi, en plus. Ouais, et Ferrer qui est connu pour prendre enfin, le moins de marge possible, on va dire, à savoir que je crois une marketplace comme ça, c'est quoi, entre 10 et 20% de marge sur les liens, je crois, de mémoire. Il me Il y en semble que a c'est à qui peu près prennent, ça, ouais. ouais, il y en a qui prennent beaucoup plus. Donc, iReferrer qui est assez connu. D'ailleurs, petit tips aussi pour toutes les personnes aussi qui cherchent des premiers backlinks gratuits sur RFR. Il suffit de créer un compte et après on peut filtrer aussi par thématique. Donc suivez les conseils de Paul, choisissez votre thématique et mettez dans le pricing max 0. Donc Ouais, comme ça vous allez ressortir tous les spots qui ont, on va dire, étonnamment, il y a des spots, des sites qui accueillent des articles gratuitement. Comme ça, ils ont pas il n'y a pas de rédacteur. Et comme ça, vous ouais, pouvez proposer votre article gratuitement avec votre lien inséré. Donc là aussi, ça peut être les premiers liens. Bon, c'est jamais ouais. du très, très quali, mais ça peut envoyer quand même des premiers bons signaux, on va dire, et commencer le netclicking comme ça. Clairement, clairement, très très bon tips. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, au niveau de Shopify? Donc Shopify, qui est connu quand même pour la référence en e-commerce, Ouais. qui a ses avantages, inconvénients. En SEO, quand même, ça a été souvent décrié quand même, Shopify, parce que c'était pas assez optimisé. Je trouve qu'ils ont fait quand même beaucoup d'efforts. Toi, Ouais. selon toi, c'est quoi un peu les erreurs courantes sur Shopify ou les optimisations qu'on peut apporter à son Shopify? Ouais, je sais pas si tu avais deux, trois tips à nous donner ou pas du tout, parce que c'est vrai que
moi, je suis les guidelines, tu vois, classiques du SEO, mais je Ouais. sais que c'est pas, ça sera jamais auto-optimisé qu'un WordPress, quoi. Ouais, beh, c'est vrai que on va dire que Shopify, enfin, si tu compares par rapport à WordPress, la différence principale, ça va être que WordPress, tu vas pouvoir littéralement tout personnaliser, notamment en ajoutant des plugins, et cetera. Alors que Shopify, bah, tu peux évidemment installer des applications, mais ça va être un peu plus limité en termes de diversité d'applis, et cetera. Donc ça, c'est le premier point. Ceci dit, appliquer toutes les bases dont j'ai parlé avant, c'est évidemment possible sur Shopify et tu l'as toi-même fait, tu as eu des résultats, et cetera. Donc évidemment que c'est possible. Et moi, j'avais deux problèmes vraiment spécifiques à Shopify que j'ai rencontrés bah, avec des clients. Alors, je ne peux pas te dire si c'est lié à un thème spécifique ou à Shopify, mais je pense que c'est assez général pour Shopify. La première, c'était que en créant des collections, on va avoir un maillage interne, donc des liens internes qui vont être déployés avec automatiquement le slash de la collection parente en fait. Donc typiquement, tu crées une nouvelle collection et, euh, et donc ça, voilà, c'était un problème parce que ça te crée des liens internes vers des pages qui sont pas les vraies pages produits entre guillemets, qui sont elles-mêmes canonisées, on dit, sur les vraies pages produits. Et donc c'est vrai que c'était une petite problématique. Et d'ailleurs, bah, j'avais trouvé une ressource pour résoudre ça. Donc si jamais je te l'enverrai si tu veux la mettre en description. Il y avait une ressource qui avait bien aidé mon client. Et la deuxième, c'était aussi sur les redirections automatiques. Ce qu'on aime bien faire en général, d'un point de vue général en SEO, c'est que quand on redirige une page vers une autre, on aime bien que ce soit en code HTTP 301 parce que c'est ce qui va passer, on dit le jus SEO en fait. On s'assure qu'avec ce code-là, Google comprenne bien que c'est une redirection permanente et que donc il faut passer le jus SEO. Et j'ai un problème récurrent avec Shopify, c'est qu'à chaque fois, alors je sais plus si c'est les redirections automatiques des pages sans le 3W vers les versions avec 3W ou HTTP, HTTPS, c'est une des deux. Mais en tout cas, c'était automatiquement tout le temps en 307, en code 307. Et donc ça, c'est une problématique parce que typiquement, si vous avez votre page, enfin vos pages, si elles sont redirigées en HTTP, enfin de HTTP vers HTTPS automatiquement en 307, bah, si un jour vous recevez un backlink, j'en sais rien, vers une version HTTP de votre page, le webmaster il a pas fait attention, j'en sais rien, et ben en fait c'est pas dit que ça transmette vraiment la puissance du backlink vers la bonne version de la page, même si la version est effectivement redirigée. Donc ça, c'était un autre souci, mais sinon, franchement, c'est les bases, quoi. Vous pouvez aussi faire des bonnes optimisations web performance. J'ai pas mal de problèmes, moi, web perf, sur les sites de mes clients. Alors, je sais pas si c'est pareil, spécifique à La, Shopify ou autre. la vitesse, tu veux dire? Web performance? Ouais, ouais, c'est Ok. ça. Vitesse de chargement, optimisation du poids des images, tout ce qui va être JavaScript, CSS, essayer de minimifier tout ça. Ouais. Donc voilà. Et ça, pour le coup, il y a pas mal d'applications qui sont plutôt top, notamment pour optimiser les web performances des images sous Shopify. Alors pareil, je les ai plus en tête ici, mais vous tapez application image optimization Shopify et vous allez trouver sans souci. Ouais. Donc voilà, c'était les deux petits problèmes que je rencontrais le plus souvent. Ok, top, non, génial. Bah, sur les applications, c'est vrai que les images, moi j'en avais une à l'époque. Après, ça, idéalement, si vous créez votre site internet, le mieux, ça reste quand même de optimiser en amont l'image plutôt qu'une application le fasse. Surtout que Ouais, bah, une application, ça reste, ça laisse des scripts, ça, voilà, donc ça, c'est potentiellement aussi un SaaS, donc des charges en plus. Mais oui, mais de ouf sur la vitesse, il y a beaucoup à faire. Ça dépend énormément aussi du thème. Quand on utilise un thème payant, forcément, ça va être beaucoup plus optimisé qu'un thème gratuit aussi. ouais, Euh, donc ouais, comme vous avez pu entendre, voilà, c'est le SEO, ça reste assez technique. On a pu entendre voilà les quelques noms de code 301 ou HTTPS et tout. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise avec tout ce vocabulaire et ça tombe bah, justement bien parce que j'avais une question par rapport à ça. Il y a des gens en fait qui ont pas envie de mettre la main dans le cambouis sur le SEO. Enfin, ils sont plutôt bons peut-être en rédaction, mais ils ont pas envie voilà de se plonger dans ce monde un peu aussi un peu geek, même si voilà c'est abordable, mais il faut voilà euh, comme tout il faut passer des heures pour apprendre. Euh, Toi pour les marques un peu e-commerce, qu'est-ce que tu recommanderais? Est-ce que faire appel à une
à un freelance SEO, à une agence, en fait, les avantages et inconvénients de ces deux modèles-là et sur quel point aussi de vigilance il faudrait trouver un peu son bon partenaire pour voilà, établir une stratégie SEO. Toi qui a un peu euh, qui a la connaissance des freelances, mais aussi des agences avec ton réseau, qu'est-ce que tu pourrais recommander un peu aux auditeurs? Ouais, bah en fait, c'est surtout une question de budget à la base, parce que je dirais que, tu vois, pour donner un ordre de grandeur, une stratégie SEO, ça peut aller de, je dirais, 500 euros par mois, tout compris budget d'achat de liens. Donc là, c'est vraiment sur une thématique très peu concurrentielle, à bah, plusieurs milliers d'euros par mois, en fait, hein. Les Ouais, grosses marques, elles dépensent même des fois 10 000 euros par mois dans leur SEO avec le budget d'achat de backlinks, etc. Donc déjà, faut au moins s'assurer d'avoir voilà un minimum de 500 euros tous les mois à mettre dans le SEO. Et peut-être que même si vous avez une thématique plus concurrentielle, enfin très concurrentielle, ça suffira pas quoi. Donc déjà à voir là-dessus. Ensuite, entre le choix freelance ou agence, euh, bah déjà, enfin oui, travailler avec un prestataire, même au-delà de ça, c'est essentiel pour plusieurs points parce que en fait, quand c'est pas votre métier, le SEO, vous pouvez évidemment faire les bases que j'ai mentionnées précédemment. Ça peut très très bien marcher, vous pouvez avoir de top résultats. Mais si vous êtes confronté à un point technique très spécifique lié à votre CMS, etc., ça peut être compliqué parce que là, du coup, ça nécessite une expertise à part. Et donc après, faire le choix entre freelance et agence, ça dépend de ce que vous recherchez. D'un point de vue purement pricing, le freelance aura tendance évidemment à être moins cher que l'agence parce qu'il a beaucoup moins de charges de fonctionnement, etc. et oui. Donc voilà, le freelance pour jouer en sa faveur va aussi être plus flexible, parfois même plus disponible que certaines agences qui vont mettre un consultant sur le coup, mais le consultant il va peut-être avoir, je sais pas, en agence c'est courant d'avoir 15 clients, hein, vraiment c'est la norme presque. Donc après ça dépend des agences, hein, je mets pas toutes les agences dans le même panier, mais Ouais, il y a vraiment des agences comme énorme. ça. Bah ouais, parce qu'il faut avoir un salarié en France, ça coûte cher. Alors ils essaient de rentabiliser ça au max et de mettre un max de comptes C'est et le un principe max de l'agence. voilà, c'est ça, un maximum de chiffre d'affaires, de bénéfices générés par chaque consultant. Enfin bref. Euh, mais euh, mais ouais, donc déjà d'un point de vue budget, le freelance aura tendance à être moins cher. Maintenant, comme je le disais au début, si aujourd'hui vous êtes une grosse boîte, que vous avez du budget et que vous pensez que votre SEO nécessite plusieurs personnes sur le sujet, évidemment, l'agence ou alors le collectif de freelance, hein, c'est une solution un peu à la mode, assez nouvelle, Ouais. mais ce sera peut-être la meilleure solution parce qu'effectivement, vous aurez peut-être un consultant qui va travailler, j'en sais rien, 5 jours dans le mois full time sur la partie contenu, un autre qui va travailler pareil 5 jours dans le mois full time sur le netlinking et peut-être un autre 5 jours, enfin 2 jours par mois sur la partie technique, optimisation et performance, etc. Donc là, si vous avez besoin de ça, bah effectivement oui, passer par un freelance, ça va pas être la meilleure solution. Euh, Après l'agence, je dirais que c'est quand même un gage de qualité. Parce qu'en freelance, enfin, entre guillemets, n'importe qui peut se lancer et Ouais. prétendre connaître le SEO. Alors qu'en passant par une agence, vous êtes sûr qu'au moins, en tout cas une bonne agence, eh ben, il y a des process internes, les SEO ont été formés. Si vous tombez sur un consultant SEO junior en agence, bah, vous êtes sûr qu'autour, il y a des seniors normalement. Et donc, voilà, il va pouvoir vous faire du bon travail. Moi, bah, j'ai eu la chance d'être formé en agence. Donc, on va dire que je fais partie des profils, pour moi, des bons profils freelance SEO, en fait, des gens qui ont pu travailler avec des seniors avant et ensuite proposer leurs services. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc voilà. Et donc tu me disais un petit peu les critères aussi pour sélectionner son agence ou son freelance. Moi, pour moi, je regarderais direct les résultats SEO. Tu vois, j'essaierais de savoir directement quels résultats SEO le consultant, l'agence. Après, l'agence, c'est plus biaisé parce que entre guillemets, si l'agence a eu des bons résultats, mais que vous tombez sur un consultant SEO qui est pas très bon en interne, bah Ouais. malheureusement, vous n'en bénéficierez peut-être pas ou moins. Mais en tout cas, freelance, j'essaierai de regarder ses résultats. Alors ça peut être ses résultats sur ses propres sites. Comme moi, par exemple, j'ai beaucoup communiqué sur mes résultats que j'ai eu sur paulvengeon.fr, par exemple, parce que tout simplement c'est ma vitrine, quoi. Mais aussi les résultats sur ses clients. Donc là, ça peut être un peu plus confidentiel. Mais s'il affiche le nom de ses clients en clair, comme moi je peux faire sur mon LinkedIn, sur la page d'accueil de mon site, bah rentrer tout simplement ces clients-là, ces sites-là dans SEMrush. Et pour voir si au moins sur certains clients, on voit que sur le long Ça. terme, voilà, il y a des résultats. Ça, pour moi, c'est la base de la base. Et puis après, bah, évidemment, plein de facteurs secondaires, comme est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il essaye de vous entuber. Malheureusement, des fois, c'est le cas. Hein, dans toutes les thématiques, il y a des entubeurs. Bon, bah voilà. Ça peut se ressentir aussi lors de la présentation de la propale. Euh, Trop vendre. Pareil,
Ouais, c'est ça, trop vendre. Le prix. Après, moi, je parle toujours quand je fais une propale aussi des modalités de communication. Tu vois, je précise bien que je suis dispo sur WhatsApp, par email, en visio, on fait des looms, etc. Essayez de cerner ça aussi dès le début pour pas être frustré. Je sais pas si jamais vous travaillez avec un freelance ou une agence et que en fait vous avez un seul point tous les mois et que le reste du temps la personne répond pas. Essayez de mettre ça au clair dès le début. Après voilà, je dirais que il y a plein d'autres critères qui sont liés à la presta en général, quoi, hein, les classiques, hein. Ok. Et ben pour tous les débrouilleurs aussi qui veulent apprendre par soi-même, bah il suffira en fait de cliquer sur le lien en description pour aller directement sur la chaîne de Paul Vengeon et consommer un peu son contenu. C'est vrai que je suis souvent tes vidéos YouTube et il y a de très bonnes vidéos. Et je pense bah, pour toutes les personnes aussi qui souhaitent commencer le SEO ou se perfectionner aussi, parce qu'il y a pas mal de contenu aussi, même un peu, enfin même avancé sur la newsletter et tout, c'est cool ce que tu fais. Et tu as ton podcast aussi avec ton pote MVP qui est très cool. Euh, Merci. Écoute, je m'en mettrai tout ça en lien. Un grand, grand merci déjà pour toute la valeur que tu as apportée durant ces 50 minutes. C'était trop cool. C'est vrai que c'était un épisode un peu pour toutes les personnes qui commencent en SEO et je pense que c'est quand même la plupart des gens qui pensent que le Ouais. SEO est compliqué, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et comme bah, vous avez pu voir un peu dans ce podcast-là, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir en SEO. Mais comme Paul l'a dit, le 20-80 est hyper important, que ce soit en business, en ads ou en SEO. Il faut le connaître et l'appliquer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un peu en 2024, Paul? Bah écoute, moi là j'ai un style de vie qui me correspond parfaitement. Je fais un job, je suis passionné, je kiffe mon train de vie, donc en fait juste continuer sur la même lancée. Enfin la Voyage même chose souvent. et ouais, ouais, alors j'ai fait un an de voyage, ouais. Mais en gros, ouais, pour te répondre, la même chose et juste voir que tout continue à croître. Moi, je suis Presta SEO, donc comme je dis, j'ai 5-6 clients, mais j'essaye aussi de développer d'autres types de revenus. Alors, je propose pas encore El Famoso formation SEO, mais peut-être que ça va venir, j'en sais rien. Mais j'essaye un peu de scale en solo en proposant de la qualité aux gens. Donc voilà, hein, que tout ça monte, hein. Ok, bah écoute, je te le souhaite, je te le souhaite et de toute façon on gardera contact pour faire un petit point, potentiellement pour faire un autre podcast, ça sera trop cool. Ouais, avec plaisir, En tout cas, carrément. Bah écoute, ouais, il y aura tous tes liens en tout cas en description. Ouais, tu voulais rajouter quelque chose, pardon? non, mais juste merci beaucoup pour l'invitation. Franchement, c'était chouette. On n'a pas pu se capter sur Bali, mais du coup, on se voit ici, donc c'est cool. T'as pris le vol trop tôt pour aller en Thaïlande. Je crois que t'es en Thaïlande, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai Ouais. fait Indonésie, après Thaïlande, après Vietnam, et puis je suis revenu. Ouais, ouais, bah, j'étais avec Romain, mais on aura Bah ouais. l'occasion. Bah, il est en Thaïlande, donc ça sera peut-être l'occasion de faire un truc tous ensemble là-bas si on repart et si on arrive à se capter. Peut-être quand même, tu vois, octobre-novembre, ça reste quand même la bonne saison. Je me dis, pourquoi pas faire un petit Ouais, mois. why not, hein. Ça se négocie, hein. Si les Ça planètes se négocie. s'alignent, ça sera avec plaisir. Ouais, il faudra poser les calls un peu le matin, mais ça se fait très bien. Carrément. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao! Ciao.